deux mots de bienvenue et d'accueil. Merci Pascal Auberti d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Donc c'est un cycle que l'on termine avec le développement durable et les réserves naturelles marines de Corse. On a accueilli François Galgani qui nous a parlé de la pollution en Méditerranée, Vanina Pasqualini qui nous a parlé des lagunes. Donc on reste dans cette thématique-là. Aujourd'hui, Pascal Auberti donc, est maître de conférence HDR ici à l'Université de Corse. Et il est aussi président du comité scientifique de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Voilà, donc à ce double titre au moins. Mais l'angle est un petit peu particulier ici parce que nous ne l'abordons pas du côté de la biologie marine ou maritime, marine, de la biologie marine, mais du côté de l'économie de l'environnement, spécialité qu'a développée Pascal. Et voilà, aujourd'hui, donc, un propos plus général, même si Bonifacio, je pense, se taillera une part de lion dans le propos. Je pense, je ne sais pas, j'anticipe pas. Merci Pascal. Merci beaucoup Alain. Merci pour cette introduction fort à propos. Donc oui, effectivement, hein, là, on voit effectivement avec le fond d'écran que Bonifacio sera bien présent dans cet exposé. Donc, qui va partir du thème général du développement durable pour faire le lien finalement avec les réserves naturelles, notamment marines, et celles de Corse. Alors, on va, la dernière fois, donc, lors de la rentrée, hein, j'étais venu faire l'annonce, alors d'une manière très très schématique, avec cette carte de la Corse qui montre les 6 réserves naturelles existantes autour de l'île, de la distribution spatiale, hein. Et puis quelques mots-clés qui caractérisaient un petit peu justement le contenu de cette conférence, à savoir que le développement durable, on va rappeler la définition, hein, mais c'est surtout un objectif multidimensionnel hein, que les projets et les politiques tentent d'atteindre par de l'interventionnisme, qui confronte diverses échelles spatio-temporelles. On verra également qu'il s'agira de territoires de gestion dans lesquels les usages et les services environnementaux sont d'une part réglementés et puis suivis, mais aussi la nécessité d'avoir des outils de planification, notamment des plans de gestion, c'est fondamental. Un territoire comme une aire marine protégée, notamment une réserve naturelle, il y a l'obligation que la gestion soit planifiée sur au moins un quinquennat, 5 ans, voire 15 ans, à savoir décliner des objectifs de long terme, un objectif de moyen terme opérationnel, et quelles sont les actions qui doivent justement atteindre ces buts. Donc un plan de gestion doit donner finalement la feuille de route que le gestionnaire devrait suivre. Et pour le vérifier, il y a les outils d'évaluation pour voir si cette gestion planifiée a été efficace d'après les résultats obtenus, qu'ils soient économiques, qu'ils soient écologiques, sociaux ou plus largement des résultats en matière de gouvernance, hein, puisque sur ces territoires, même s'il y a un gestionnaire, un acteur qui est compétent justement pour finalement réguler les relations homme-nature, d'autres acteurs peuvent intervenir en coordination, en coopération, ou parfois effectivement des passagers clandestins, c'est-à-dire qui peuvent engendrer des conflits d'usage. Donc on remarque de manière générale qu'il y a un effet réserve considérable, hein, on le soulignera, c'est-à-dire des gains tant pour la nature que pour l'économie de la société dans ces réserves naturelles. Et parmi les outils, il y a aussi bien sûr les conseils scientifiques et les conseils consultatifs qui ont un rôle très important. On verra d'autres outils qu'on a pu installer récemment en Corse, plus innovants encore. Et aussi la question des bonnes pratiques et la dissémination de celles-ci à une échelle plus large. Alors, donc le propos se fera en 4 temps. Alors, tout d'abord, on évoquera l'objectif du développement durable et les durabilités du développement. On renverra aux notions de dimension, d'échelle et de priorité qui peuvent exister. On verra qu'il y a plusieurs approches de la durabilité, hein, même s'il y a une définition généralement reprise, qu'on connaît, qu'on va rappeler. Le contenu qu'on peut y mettre dans les pratiques, dans les politiques, dans les projets peut être très variable d'un acteur à un autre, d'un pays à un autre, etc. Et on verra comment, finalement, on peut arriver à caractériser cela. Le second temps portera sur les réserves naturelles et la Corse. Hein, on ira du général au particulier. Et plus précisément, dans le troisième temps, celle des Bouches de Bonifacio
et les outils de gestion durable qui sont déployés. Voilà. Dans un dernier temps, je conclurai avec un élargissement, une question d'avenir proche, j'espère. Donc, le premier point sur l'objectif de développement durable et les durabilités de développement. Alors, la définition qui est la plus citée, la plus reprise, c'est celle du rapport Brundtland, mais il y en a plusieurs de définitions de développement durable. Rapport Brundtland, donc de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement en 1987, qui stipule, bon là c'est la traduction française, que le développement durable est un développement qui satisfait les besoins donc, des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. On a finalement, dans ce développement durable, un objectif multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il s'agit de concilier à la fois la sphère économique, la sphère écologique et la sphère sociale. Concilier, ça veut dire qu'il faut une intersection non vide. Donc au centre de ces trois sphères, on voit effectivement sur le graphique la schématisation donc, du positionnement du développement durable, qui à la fois doit être un compromis entre la préservation de la nature, le maintien de l'économie, satisfaction des besoins en biens et services, et puis également des enjeux sociaux. Si le développement, par exemple, porte sur l'écologie et le social uniquement, on est dans le développement vivable, ou dans le développement viable, si il concerne finalement un compromis entre l'écologie et l'économique. Et puis finalement, un développement qui se veut équitable, lorsque les dimensions économiques et sociales sont à la fois satisfaites. Donc on voit ici cet objectif qui finalement est tridimensionnel. C'est la schématisation classique. Donc cet objectif doit être atteint par des interventions de bons compromis. Il est rare de trouver des solutions optimales en matière de développement durable. Il y a des conciliations à faire pour trouver des solutions plutôt satisfaisantes qui dépassent les logiques sectorielles qui sont propres à chacune des dimensions. Alors cette schématisation, bien sûr, est assez incomplète. On ne voit pas certains enjeux, notamment le contexte multiscalaire. Il y a plusieurs échelles temps et espace dans le développement durable. Il y a à la fois les temporalités qui relèvent du court terme, par exemple la génération présente, puisqu'il faut satisfaire les besoins du présent, mais aussi le plus long terme, on l'a évoqué dans la définition, ne pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Il y a aussi le lien dans l'échelle spatiale entre le local et le global. Le local, ça peut être l'environnement immédiat, l'entour, le site. Et le global, ça peut être à l'échelle planétaire ou les relations, par exemple, nord-sud. Notamment, certains auteurs parlent de glocal, justement, pour combiner ces deux échelles spatiales. C'est une nécessité de conciliation aussi dans le développement durable. Et puis, il y a la quatrième dimension, qui n'est pas schématisée, souvent, c'est celle de la gouvernance. Le quatrième pilier du développement durable, parce qu'il est clair que le développement durable ne peut pas être le fait d'un seul acteur. Ça serait très ambitieux. Bon, ça dépend à quelle échelle on se positionne. Si à l'échelle d'un site très restreint, on peut y arriver. Effectivement, une toute petite réserve, par exemple, on en a une notamment dans le Cap Corse. Mais dès qu'on arrive sur des espaces, je dirais, de dimensions de plusieurs centaines ou milliers d'hectares, la multiplicité des acteurs est nécessaire, même s'il y en a un qui est compétent, qui est le gestionnaire. Et donc la gouvernance, qui est en fait la relation décisionnelle qu'entretiennent ces acteurs sur un territoire à travers différents processus de participation, est également un aspect fort du développement durable qui ne peut être monopolisé par un acteur unique qui serait le détenteur de l'atteinte de l'objectif. Cette vision est peu réaliste. Alors, après cette définition du développement durable, généralement reprise, elle a fait sûrement beaucoup le tour des disciplines de la planète plusieurs fois. Cependant, on a des interprétations très diverses et variées de cet objectif. Alors, tant dans les politiques publiques que dans les projets qui peuvent être mis en place, dans les pratiques, dans la vision d'application, dans les discours d'acteurs ou même dans les théories. La manière d'appréhender le développement durable est très, je dirais, variée. Et ça dépend aussi des approches, des différentes disciplines, des analystes, des pays et des acteurs. Alors, il y a des économistes comme Faucheux et Noël qui, en 1995, ont dressé une typologie de durabilité du développement. Cette typologie est très intéressante car elle permet justement de positionner
les différentes approches, que ce soit des approches qui émanent de la sphère d'écologistes, d'économistes, de politiques, etc., etc., hein, ou de différents positionnements pays. Alors, dans cette typologie des durabilités de développement, qui est une clé de lecture, il y a des considérations à la base, à savoir tout d'abord que le bien-être humain, basé sur l'accès à un revenu, à la consommation, à la satisfaction, donc des besoins en biens et services, le bien-être humain dépend de stocks, qui sont l'accumulation de flux, en capitaux. Les capitaux sont de 4 formes. Il y a un capital, certes économique, un capital humain, un capital naturel et un capital social. Donc ces 4 formes de capitaux vont conditionner le bien-être humain en termes de stock. Et finalement, ce qu'on remarque, c'est que globalement, le développement durable consiste à préserver le stock de capital. Alors, par contre, il y a plusieurs formes. Ça peut être le stock de capital global, c'est-à-dire on considère les 4 formes de capitaux. Peu importe les variations qu'il peut y avoir au sein de chaque stock. Hein, si on pourrait détruire, par exemple, le capital naturel, mais du moment qu'on a largement augmenté le capital économique, par compensation, on pourrait maintenir et préserver le stock de capital global, hein, comme un étudiant qui peut arriver à compenser son 8 sur 20 par un 12 sur 20, ou un 0 sur 20 par un 20 sur 20 si le 0 n'est pas éliminatoire. Et là, on épuiserait un stock, mais au profit d'un autre qui serait vraiment maximisé. Donc, soit l'interprétation serait préserver le stock de capital global, ou alors, selon les disciplines, préserver plutôt le stock de capital naturel, voire le stock de capital naturel critique. C'est encore notre approche, on le précisera par la suite. Donc tout cela renvoie à finalement la possibilité ou pas, et la volonté ou pas, d'échanger, de marchander, de substituer les formes de capitaux entre eux, ou au contraire de considérer qu'il y a des complémentarités, que certaines formes de capitaux ne doivent pas être altérées, doivent être finalement maintenues, préservées, alors que d'autres peuvent évoluer. Alors, dans cette typologie dressée par Faucheux et Noël des durabilités de développement, on a 2 pôles extrêmes. La durabilité dite faible et la durabilité dite forte. Hein, c'est très bipolaire, c'est très caractérisant. On va voir qu'il y a aussi des logiques intermédiaires qui existent et qui peuvent être décrites. Alors, au préalable, il faut quand même définir ce qu'on entend par les formes de capitaux. Qu'est-ce que le capital économique? En fait, ce sont les biens et services, hein, les actifs matériels, par exemple, tels que les machines, les outils, les ordinateurs, etc., ou les infrastructures, les locaux, les routes, qui sont en fait des moyens de production pour produire du capital économique. Le capital humain, lui, renvoie effectivement à l'éducation, à la formation, aux aptitudes, à la santé. Hein, tout cela forme le capital en ce sens. Le capital naturel relève des actifs environnementaux, c'est-à-dire les biens et services fournis par la nature. Hein, on dit actifs environnementaux en économie, mais plus simplement biens et services fournis par la nature. Exemple, les matières premières, les ressources naturelles, les aménités. Hein, la nature est source d'intérêt récréatif, d'intérêt esthétique, symbolique, informationnel, ou même scientifique. Autre capital naturel, la capacité à assimiler les résidus, hein, à savoir les déchets rejetés. Finalement, le capital social est constitué de différents réseaux et structures organisationnelles de coopération et d'action coordonnées entre des groupes d'individus ou des communautés qui sont finalement guidés par des normes, des valeurs, des convictions communes. Par exemple, les ONG font partie de ce capital social. Donc, ces 4 formes de capitaux conditionnent le bien-être humain, c'est ce qu'on retrouve dans les différentes approches, et maintenant se pose la question de la substituabilité ou pas, donc dans ce cas la complémentarité, entre les formes de capitaux, et donc les stocks. Alors, lorsqu'on est dans une logique, par exemple, de la croissance durable, hein, on n'est que des économistes, et même les politiques, on entend beaucoup parler en France de croissance, on attend le retour de la croissance, etc. Alors, si en plus il faut mettre le qualificatif durable, ça devient encore plus difficile, hein, parce qu'il va falloir que dans cette croissance-là, il y a des contraintes de négociation qui font que dans des logiques sectorielles et industrielles, ce n'est pas toujours facile de concilier hein, le développement économique avec la préservation de la nature, puisque souvent les pollutions et les prélèvements en ressources naturelles sont considérables. Donc la croissance durable relève de ce qu'on appelle la durabilité faible. Weak sustainability,
dans cette approche-là, alors par exemple en économie, ce sont les modèles de Solow notamment, il y a priorité à l'économique par rapport aux autres stocks, par rapport à l'écologique et au social notamment. Et il y a priorité aussi au court terme. C'est-à-dire qu'on va considérer, là on veut préserver le stock global de capital, c'est-à-dire qu'il y a finalement, dans cette approche-là, la possibilité de réduire considérablement un stock, le stock naturel, du moment qu'on compense et qu'on accroît considérablement le capital économique, qu'on satisfait des besoins économiques en biens et services. Et on fait l'hypothèse que c'est quelque chose de soutenable parce que des innovations futures vont apporter des substituts à la nature qui a été détruite et que dès lors, que cette destruction est une compensation acceptable. Par exemple, on détruit des espèces, on perd pour demain la possibilité de médicaments, puisqu'ils sont des combinaisons d'éléments naturels et d'éléments chimiques, mais on aura demain des médicaments, peut-être 100% chimiques, qui vont quand même traiter le même problème de santé. On est vraiment dans de la durabilité faible. La durabilité forte, alors celle-là c'est la vision de la deep ecology, de l'écologie profonde, en anglais strong sustainability. Alors là c'est tout l'inverse. On est vraiment on a dit c'est vraiment bipolaire déjà la caractérisation. Il y a vraiment priorité à l'écologique, c'est-à-dire que la nature a des valeurs intrinsèques et quels que soient les usages actuels ou futurs, on ne doit pas toucher au capital naturel. Priorité à l'écologique par rapport donc aux autres formes de capitaux et au long terme. C'est-à-dire que même à la rigueur, la génération présente est, je dirais, défavorisée par rapport à la génération future. Pardon. Alors, il y a une hypothèse dans cette approche-là qui est celle d'un interventionnisme très fort pour obtenir un état stationnaire, c'est-à-dire l'arrêt de la croissance économique, l'arrêt de la démographie, de la croissance démographique aussi. Donc, c'est une vision c'est un idéal de durabilité très forte, mais qui est difficilement réalisable. Bon, par exemple, le gel économique ne peut pas être équitable, par exemple, pour les pays qui vont se développer. Pourquoi les pays riches qui se sont développés et qui ont pollué interdiraient l'accès au développement économique des pays qui sont en train de mettre en œuvre les moyens pour cela. Alors, il y a aussi en économie écologique des possibilités dans l'analyse plus intermédiaires, c'est-à-dire une durabilité plutôt plus médiane, ni faible ni forte, ou qui peut combiner les deux. En anglais, c'est sensible sustainability. Donc, on distingue en fait dans cette approche de l'économie écologique dans le capital naturel deux types. Il y a le stock de capital naturel critique et le stock de capital naturel non critique. Le capital naturel critique, c'est celui finalement qui a déjà des atteintes graves, des irréversibilités environnementales, impossibilité pour l'heure de restaurer l'état initial à cause des prélèvements trop forts ou des rejets de pollution trop importants. Par exemple, la couche d'ozone ou raréfaction de la ressource hydrique pour des questions de pollution notamment, ou la qualité de l'air dans certaines zones, capitale asiatique, voilà, qui deviennent donc qui ont un état critique et qui conditionnent la survie sur Terre. On parle de survivabilité. On ne peut pas faire autrement que respirer. Il est indispensable de boire. Donc l'accès à un air sain et à une eau en quantité et en qualité suffisante, c'est fondamental. Donc on est sur du capital naturel qui finalement conditionne la survie sur Terre, mais qui peut être critique, car les atteintes environnementales sur la quantité et la qualité sont considérables. Alors pour cette forme de capital naturel, dit critique, dans l'économie écologique, il n'y a pas de possibilité de substituer les stocks à d'autres stocks économiques, sociaux ou gouvernance. On considère qu'il y a complémentarité, à savoir, on doit restreindre les activités économiques, sociales et la gouvernance et les activités sociales, sociétales, de manière à ne plus porter d'atteinte supplémentaire à cette forme de capital. Et en revanche, on accepte. Donc il y a complémentarité entre les formes de capitaux dans ce cas-là, du capital naturel critique vis-à-vis des autres formes. Et par contre, il peut y avoir substituabilité du capital naturel qui n'est pas critique, dans la limite bien sûr du raisonnable, parce qu'il faut donc suivre des seuils d'alerte pour ne pas que le capital naturel qui aujourd'hui n'est pas critique le devienne demain. Et on permet donc alors une possibilité de substituabilité du capital naturel non critique avec les autres formes de capitaux. Donc on a une double règle. On combine à la fois la complémentarité
et la substituabilité dans cette approche de l'économie écologique, de sensible sustainability, qui évoque une durabilité médiane qui est un intermédiaire qui combine un peu les deux pôles et qui est plus réaliste. Bon, cependant, malgré le réalisme plus important, il y a une hypothèse qui est celle de la participation efficace des sciences. Il faut que les sciences se coordonnent bien pour savoir si le capital naturel est critique ou il ne l'est pas. Il faut donc des veilles scientifiques, du suivi, du monitoring. Et donc que les sciences telles que les systèmes écologiques, économiques, celles qui s'intéressent au système énergétique et à la théorie des systèmes en général, travaillent en transdisciplinarité, en inter, en pluri, voire en transdisciplinarité, pour éclairer le pilotage politique vers un développement durable. Donc faut-il encore que les enseignements, je dirais, de cette cohorte de sciences, livres d'enseignement qui soient ensuite retranscrits en actions concordantes par les politiques publiques. Donc il faut en plus le lien avec l'interventionnisme. Donc ça fait quand même, c'est quelque chose de réalisable, mais c'est un enjeu fort. Un enjeu de travailler ensemble, tant entre sciences qu'avec les politiques. Aux États-Unis, ils le font. Il y a beaucoup de prix Nobel, c'est pas nouveau, qui sont fortement écoutés par les politiques, que ce soit en économie ou ou en biologie ou dans notre domaine. Par exemple, dans la NO2A, l'administration nationale sur l'atmosphérique, il y a beaucoup de prix Nobel qui interviennent et des politiques publiques qui sont conditionnées par cela. Donc ça, c'est le propos liminaire sur les réserves naturelles. Alors, il y a une définition très générale que donne l'INSEE. Au sens de cet institut, il s'agit en fait d'une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements minéraux, des fossiles, et en général donc du milieu naturel, présente une importance particulière. Donc, une vision conservatoire. Il convient de soustraire de ce territoire à toute intervention anthropique, artificielle, qui pourrait susceptible donc de le dégrader. Voilà au sens de l'INSEE, ce qu'on entend par réserve naturelle. Alors juridiquement, c'est un statut, c'est un espace qui fait l'objet d'un décret de création, donc il y a un statut juridique permettant de protéger par une réglementation spécifique les espaces naturels particulièrement fragiles ou menacés. Selon l'acteur RNF, Réserve naturelle de France, les actions s'articulent principalement autour de 3 missions dans la réserve naturelle. Il s'agit donc de protéger, de gérer et de sensibiliser. Il y a la dimension éducative et comportementale qui est importante. Donc, une réserve naturelle, globalement, c'est un territoire de gestion réglementé de l'environnement naturel et des usages socio-économiques de cet environnement naturel. Alors, vous avez ici un tableau qui retrace, vous voyez, en ligne, vous avez les différents types de ce qu'on appelle aires marines protégées. Bon, il y en a encore de nouveaux. Parmi les réserves naturelles sont un type d'aires marines protégées. Il y a aussi les sites Natura 2000, le parc national, le parc naturel marin, le DPM ou le conservatoire du littoral, les arrêtés de protection biotope. Et vous avez donc en colonne les finalités qui ont conduit à la création de ces aires marines protégées. Alors, dans le cas de la réserve naturelle, vous voyez, en première ligne, vous avez, on a 4 croix, donc 4 colonnes. Ce qui est à l'origine de la création d'une réserve naturelle dans un espace, c'est d'atteindre les finalités suivantes. Le bon état des espèces et des habitats ayant un statut reconnu. Le bon état même des autres espèces et habitats, c'est-à-dire celles qui n'ont pas forcément un statut. Le rendu de fonctions écologiques clés. Et, dernier aspect, en dernière colonne, on a aussi la question de la valeur ajoutée sociale, économique, scientifique et éducative. Donc, de par ces finalités, on voit que les 3 premières sont fortement écologiques. Et on voit que la dernière, évoquée, la dernière colonne, s'inscrit dans le social, l'économique, la science, l'éducation. Donc on voit qu'il y a quand même les différents piliers du développement durable qui sont présents. On voit d'autres formes, petite parenthèse, d'autres formes d'aires marines protégées. Vous voyez, sur chaque ligne, vous avez plusieurs finalités. Et qui sont, par exemple, plus ouverts à l'économie, ou à la société encore, que la réserve naturelle. Vous voyez ?
Par exemple, l'exploitation durable des ressources, le développement durable des usages. Vous voyez, donc ces deux colonnes-là renvoient à des activités économiques et sociales qui sont très présentes, par exemple, dans le parc national ou dans le parc naturel marin, alors qu'on ne les a pas dans la réserve naturelle. La réserve naturelle, au départ, elles ont été vues comme des mises sous cloche de l'environnement. C'était un peu vrai au départ, hein, et elles ont fait leur preuve une fois que les effets réserves sont arrivés, de la redistribution des effets réserves auprès des acteurs socio-économiques, donc ce qui vient finalement remplir la quatrième finalité. Mais il faut bien sûr que, en général, une dizaine d'années pour que les effets réserves se constituent et se redéploient, hein, dans la société et dans l'économie. Mais effectivement, on a une vision qui est assez, sinon, protectionniste, hein. On a les sites Natura 2000, vous voyez, où il n'y a qu'un seul cas, où les arrêtés de protection biotope. Donc il y a d'autres formes d'aires marines protégées qui sont beaucoup plus ouvertes à l'économie et à la société que ne l'est la réserve naturelle. C'est quand même un bon compromis des aspects écologiques, économiques et sociaux, ce type d'aires marines protégées. Alors, elles sont au nombre de 340 en France. Voilà, donc là, vous avez la map monde avec la répartition des aires marines protégées, des réserves naturelles dans le monde. Et puis en France, voilà comment elles se localisent. Donc on remarque qu'on est assez bien doté, même au niveau du bassin méditerranéen, donc avec les 6 réserves, hein, en Corse. Elles ne sont pas toutes marines, parce qu'il y a par exemple Trépadour de Swarton qui renvoie à des mares temporaires. Donc voici la plus ancienne, c'est celle de Scande, là, puisqu'elle a été créée, vous voyez, en 1975. La plus récente, donc, c'est celle que je citais, Trépadour de Swarton. Et on voit que la plus grande en taille, c'est celle des Bouges Bonifacio, la réserve naturelle de Corse 147, hein, qui a une superficie de 79 460 hectares. Elle a été créée en 1999. Et elle englobe la réserve naturelle des îles David qui existait avant. Donc vous avez le logo, vous voyez en bas, réserve naturelle de Corse, qui est le même que réserve naturelle de France, sauf qu'il y a écrit de Corse et que la couleur, le vert est un peu plus beau, et on le distingue, sur les cartographies. Donc, la réserve naturelle des Bouges Bonifacio, à elle seule, couvre 95,25% de la superficie des réserves naturelles de Corse, avec ses 79 460 hectares. C'est aussi la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. Alors vous avez la cartographie ici. Donc, vous voyez donc toute la frontière, le périmètre général, hein, je dirais en bleu un peu plus clair. Et à l'intérieur, vous avez des zonages. Alors on retiendra en rouge les zones de non-prélèvement, où toute forme d'extraction est interdite. Il n'y a que les scientifiques qui peuvent y aller pour étudier, pour voir justement le développement de la nature. À proximité en vert, vous avez des zones de protection renforcées, où là, plus d'usages socio-économiques sont permis, mais sont fortement réglementés. Il y a des tailles de capture, il y a des espèces interdites à la pêche, des usages, par exemple, la pêche au fusil à harpon est interdite, etc., etc. Donc il peut y avoir une pêche artisanale, professionnelle et des activités loisirs de pêche, et certaines sont interdites. Vous remarquez que ces zones de protection renforcées se situent donc à proximité des zones de non-prélèvement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée effectivement de zone tampon. Les zones de non-prélèvement se développent considérablement en termes de biodiversité, et au bout d'un certain temps, l'environnement immédiat, qui est la zone de protection renforcée, en bénéficie, sachant qu'elle permet d'autres usages, mais quand même toujours contraignant. Et puis après, vous avez une troisième zone, c'est qui est en bleu ciel, c'est la zone de libre exploitation, où là, beaucoup plus d'usages sont permis. Bon, il y a toujours, bien sûr, cette condition que certaines espèces ne peuvent pas être pêchées, qu'il y a des tailles minimales de capture et qu'il y a des quantités de journalières, des quotas qui sont fixés. Il y a aussi des calendriers. Par exemple, pour la pêche aux oursins, bon, les calendriers se sont étendus. On peut y aller pendant plus de 3 mois, hein, mais il y a des dates à respecter. Ce ne sont pas les mois en breu comme certains le disaient autrefois.
Alors, dans la réserve naturelle des Bouches-Bolsio, les zones de protection de non-prélèvement renvoient à 1130 hectares. La protection renforcée des zones en vert, dont vous avez la principale, c'est de la Vedi, s'élève à 12 300 hectares. Cette réserve recèle à peu près 37% des espèces remarquables en Méditerranée. Et en termes de fréquentation, l'après-midi, en août, on est dans la réserve à peu près à 20 000 personnes l'après-midi, donc en moyenne. Voilà quelques images de ce haut lieu patrimonial, où il y a d'ailleurs, même sous l'eau, une luminosité phénoménale avec ce calcaire. Alors cette réserve, finalement, est dotée de plusieurs outils de gestion durable. Elle a fait ses preuves dans le fonctionnement et dans les résultats, tant économiques, sociaux qu'écologiques. Et il est intéressant de voir un petit peu quels sont les outils, les principaux du moins, qui y contribuent. Alors il y a effectivement cette tripartition des usages socio-économiques de la nature, avec, on l'a dit, les zones de non-prélèvement, les zones de protection renforcée et les zones de libre exploitation. Donc ce formatage et le positionnement des zones jouent beaucoup sur la durabilité du territoire et cette façon de le gérer de manière durable. Il y a certes la réglementation, la surveillance et la coordination, notamment le gestionnaire qui est l'Office de l'environnement de la Corse a ses propres agents sur le terrain, notamment, mais aussi travaille avec la préfecture maritime, avec le parc national de l'archipel de Madeleine et le groupement européen de coopération transfrontalière, le parc marin international, c'est-à-dire au-delà même des Bouches de Bonifacio, au-delà de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Il y a le plan de gestion, qui est un outil de gestion qui facilite l'atteinte de la durabilité, car il décline des objectifs de long terme en objectifs de moyen terme et opérationnels, c'est-à-dire de la durée du plan, mais aussi les moyens, à savoir ce qu'on appelle les opérations, pour atteindre ces objectifs, que ce soit des opérations de suivi scientifique, des opérations de police, des opérations de recherche, des opérations administratives, elles sont typées. Il existe au sein de la réserve une unité scientifique avec des statisticiens qui réalisent des suivis d'indicateurs, qui font des échantillonnages en mer. Il existe des séries statistiques longues de près d'une trentaine d'années, notamment. Ce qui est très très intéressant pour la connaissance du lieu et son évolution, mais aussi pour les chercheurs au sens large, et pour la gestion adaptative, le monitoring, à savoir en fonction du résultat des indicateurs suivis sur différentes espèces, différents biotopes, ou des indicateurs de pression en matière des codes de fréquentation, etc. Mais le gestionnaire peut, d'après l'information renseignée et les seuils atteints, adapter sa gestion. Des enquêtes de satisfaction plus qualitatives sont également menées sur la perception de la réserve, etc. Donc tout cela coordonné au sein de l'unité scientifique de la réserve naturelle des Bouches-du-Bonifacio. Donc il y a des personnes en charge qui ont les compétences en termes de diplôme, les compétences techniques et puis en termes d'expérience. Et ces suivis scientifiques, d'ailleurs, se font même en partenariat avec les acteurs socio-économiques locaux, par exemple des pêcheurs. Voilà, il y a des partenariats qui sont réalisés pour que les scientifiques embarquent avec eux de manière à faire des comptages dans les filets de pêche pour voir un petit peu les types de poissons, les tailles, les densités et concourir à des statistiques. Il y a aussi des partenariats avec des clubs de plongée pour les comptages sous l'eau, etc., etc. Et plus largement, il y a un partenariat scientifique transdisciplinaire à travers le conseil scientifique, puisque chaque réserve naturelle doit être dotée d'un conseil scientifique. Notamment, depuis peu, la création d'un groupe de travail sur la rédaction et l'évaluation des plans de gestion, qui a conduit à un premier guide méthodologique, parce qu'on constate que dans plusieurs réserves naturelles, en France, mais ailleurs, la culture de l'évaluation s'est installée, de l'évaluation de la gestion, mais souvent, des carences sont présentes, à savoir qu'on n'évalue pas vraiment l'action du gestionnaire et les résultats de sa gestion sur le territoire. Souvent, les indicateurs qui sont produits sont des indicateurs de contexte ou des indicateurs assez génériques qui ne témoignent pas de l'évaluation des opérations du plan de gestion, c'est-à-dire que des actions qu'a mis en œuvre le gestionnaire pour atteindre les objectifs qui ont été planifiés. Les indicateurs sont souvent déconnectés des opérations.
Donc c'est pour ça notamment qu'on a fait ce travail méthodologique, ce guide qui a donc été réalisé dans le cadre d'un stage conventionné et diplômant par doctorante Bourigi, ici présente. Il y a également un comité consultatif qui est présent, donc comme dans toutes les réserves, qui permet la participation des acteurs socio-économiques, socio-professionnels du territoire, et notamment qu'ils formulent des avis sur les propositions qui ont été étudiées par le conseil scientifique. Donc tous ces outils-là concourent à la gestion durable. Le plan de gestion, il est formaté et structuré, le document, dans sa rédaction, d'après le guide qui avait été établi par RNF en 2006, où il y a trois grandes sections. Alors aujourd'hui, il y a même une section C sur l'évaluation annuelle et évaluation ex post des plans de gestion, ce qui n'était pas le cas dans le guide initial. Donc on voit vraiment la culture qui est bien présente. Et puis une section A de diagnostic de la réserve, dans quel contexte elle s'insère, et une section B qui définit justement les objectifs à atteindre et les opérations pour cela, ainsi que les moyens. Donc une structuration normalisée. Le plan de gestion de la réserve de Bonifacio a d'ailleurs été a bien suivi ce guide. Donc il a été publié en 2007-2011, ce document de planification. Comme vous pouvez voir la couverture, page de garde à l'écran. Et donc une récente innovation, comme je soulignais, ça a été ce guide méthodologique qui a permis finalement d'apporter des garde-fous dans la rédaction d'un plan de gestion. Si on évalue celui-ci plus tard, il est important dans la rédaction que certaines balises soient posées. Notamment, quels sont les produits attendus de la gestion. Et les opérations doivent être formulées comme des produits attendus. Alors, ce n'est pas souvent le cas. Je ne parle pas uniquement pour le plan de gestion de Bonifacio, mais dans d'autres réserves, il n'y a pas cette bonne formulation des objectifs. Parfois, il y a des confusions aussi dans la rédaction entre les moyens et l'objectif. Les fins et les moyens sont un peu confondus. Souvent, il n'y a pas d'indicateur de résultat présent dans les plans de gestion. Ce qui fait que au moment de l'évaluation ex post, il y a une gymnastique considérable qui est faite pour essayer de reconstruire l'évaluabilité du plan de gestion et rendre évaluable ce qu'il n'était pas au départ. Il n'y a souvent pas d'engagement sur du résultat en termes d'indicateurs et de valeurs à atteindre. Voilà, donc ce sont effectivement des éléments de rédaction qu'on a bien mis en évidence dans ce guide. Et puis, aussi, évaluer de manière plus rigoureuse les plans de gestion. La plupart sont évalués avec une somme pondérée de points. Voilà, c'est un peu l'équivalent de la moyenne arithmétique des étudiants. Donc, les gestionnaires ou les sous-traitants qui réalisent les évaluations pour les gestionnaires, ou parfois les départements internes dans les structures de gestion, constituent des indicateurs qui peuvent être très, très, très variés, très intéressants, mais ensuite la manière de synthétiser, de résumer les indicateurs est souvent très simpliste, avec une simple somme pondérée, et on peut arriver à des résultats qui sont largement biaisés et qui ne permettent pas de témoigner de la bonne efficacité ou pas de la gestion. C'est comme je disais tout à l'heure, un étudiant peut avoir par compensation sa moyenne. Avec une somme pondérée, on peut par compensation arriver au résultat que la gestion est efficace, alors qu'elle est à un niveau d'alerte ou désastreuse dans certains domaines. Mais c'est masqué par la somme des points. Donc il y a d'autres méthodes scientifiques beaucoup plus rigoureuses que la moyenne arithmétique ou la somme pondérée. Il y a notamment des méthodes multicritères d'agrégation, de synthèse de l'information fondées sur ce qu'on appelle le surclassement, qui propose d'autres règles mathématiques non compensatoires, qui apportent une meilleure crédibilité aux résultats et robustesse et sensibilité aux résultats de l'efficacité de l'évaluation, et une plus grande indépendance scientifique aussi de ce jugement, à savoir des jugements moins manipulables dans les énoncés et bien sûr dans les conclusions que l'on peut en tirer. Donc ce guide méthodologique apporte de belles illustrations en ce sens pour bien rédiger et les garde-fous pour bien évaluer ensuite le plan de gestion. Alors quelques indicateurs, quelques éléments notamment de ce guide extrait. Les premières fiches en matière de gestion analytique qui ont été publiées. Voilà, par exemple, vous voyez là, cette fiche témoigne des résultats économiques de l'opération SE82 du plan de gestion.
On a le même type de fiche pour les résultats écologiques, les résultats sociaux, les résultats en termes de gouvernance, lorsque l'opération a des impacts sur ces différentes dimensions. Hein, donc la fiche indicateur envoie différentes métriques. Là, par exemple, en termes d'espèces, sont étudiés le corbe, les langoustes, aussi le rendement de la pêche artisanale, notamment le nombre de licences, le financement de prestataires pour la réalisation des suivis de stocks halieutiques. Tout ça fait l'objet d'indicateurs qui sont suivis avec un code de couleur. Hein. Quand on est dans le bleu, ben, on est dans un état très bon. Quand on est dans le vert, on est efficace, on est dans un état bon. Quand on est dans le jaune, c'est un état plutôt moyen. On est en dessous du niveau d'efficacité requis. Bon, quand on est dans l'orange ou dans le rouge, on est dans le mauvais ou dans le très mauvais, dans des situations d'alerte qui doivent justement faire réagir le gestionnaire de manière à inverser les tendances et tracer d'autres routes. On a aussi produit, toujours avec le stage, le guide méthodologique, le premier tableau de bord du plan de gestion de la réserve naturelle des boules faciaux, dédié donc à la gestion halieutique. Vous voyez là, en tête principale l'objectif à moyen terme, codé dans le plan de gestion, qui portait sur le suivi d'espèces et groupements d'espèces cibles de l'exploitation halieutique, suivre donc les oursins, les corbes, les langoustes, le courrier rouge, etc. Et on a pu voir pour les différentes opérations qui étaient associées à l'atteinte de cet objectif, mais quelles sont leurs conséquences, leurs résultats en termes économiques, écologiques, sociaux et gouvernance. Et avec les niveaux, vous voyez, on est dans le très mauvais, par exemple, pour l'opération AD15, qui était une opération administrative visant la réalisation de ces suivis. Elle n'a pas pu être, c'était notamment la réalisation d'un arrêté sur la pêche. On a un résultat très mauvais, dans le rouge, tout simplement parce que cette opération n'a pas été réalisée dans le temps imparti. Le plan de gestion porté sur 2007-2011, l'arrêté a été pris en 2012. Donc l'engagement qui a été pris en pas de planification n'a pas été constaté en résultat. Donc on a un niveau très mauvais. Bon, pour les autres indicateurs, il y a des résultats assez bons. Vous voyez, il y a par contre des dimensions qui ne sont pas concernées. Par exemple, pour l'opération SE83, qui était relevée du suivi écologique, elle ne portait pas forcément sur des aspects... il n'y avait pas de dimension écologique forte, mais plutôt des aspects économiques et gouvernance qui étaient liés à ce type de suivi écologique. Alors c'est en fait une mauvaise formulation de l'opération. C'est-à-dire que le guide RNF de rédaction des plans de gestion a typé les différentes opérations et plutôt que d'appeler suivi scientifique, a donné le nom de suivi écologique, ce qui fait que parfois, dans certains suivis, l'écologie n'est pas suivie, mais scientifiquement sont suivis les autres aspects. Donc c'est la terminologie, c'est dû à la terminologie, vous voyez, RNF, qui peut paraître bizarre qu'il n'y ait pas de dimension écologique concernée par un suivi écologique. Suivi scientifique aurait été une appellation plus appropriée. Ce tableau de bord donc, permet de voir sur chacune des dimensions le niveau d'efficacité d'une opération, puisqu'on a le code de couleur. Hein, on va du rouge au bleu, du très mauvais au très bon. On a aussi, vous voyez, la flèche qui montre si on est plutôt sur une tendance haussière, amélioration de la valeur de l'indicateur, ou baissière, une tendance à la décroissance, hein, une chute, une dégradation de la valeur de l'indicateur. Et puis on a aussi l'évaluation de l'efficacité des opérations, sur une échelle de 0 à 100%, qui est calculée. Et au final, le niveau d'atteinte de l'objectif. Par exemple, celui-ci est atteint à 75%. Donc si on partitionne, puisqu'on est sur une échelle à 5 niveaux, si on partitionne l'intervalle de 0% à 100% en 5 classes, hein, on va de 20 en 20 en amplitude, et là, 75 se trouve effectivement dans la quatrième classe, qui est celle de 60% à 80%. Donc on a un niveau d'atteinte de 75% d'objectifs de gestion halieutique, avec un niveau bon, donc efficace. Le gestionnaire a été efficace. Donc ces différents calculs ont été réalisés, bien sûr, sur la base d'informations fournies par le gestionnaire, puisque c'est lui qui a l'accès à l'environnement naturel, qui fait les suivis scientifiques, les comptages, les échantillonnages, etc. Hein, mais il y a un traitement ensuite de l'information qui est tout à fait indépendant et qui notamment sera encore plus rigoureux à l'avenir lorsqu'on va implémenter complètement les algorithmes de surclassement dans le jugement de l'efficacité. C'est le travail en cours. La recherche opérationnelle en cours, donc on est encore dans l'innovation au sein de la réserve naturelle des bouches et bolifacciaux, toujours dans ce fameux groupe de travail du conseil scientifique. Là, on a mis en place un collège d'évaluateurs. On a à peu près une quinzaine d'évaluateurs qui
interviennent. On a fait 5 réunions préparatives. On va présenter les résultats au conseil scientifique plénier d'ici cet été pour argumentation, discussion et validation. Et l'évaluation ex post, donc après le plan de gestion, multi-juge, est à présent bien avancée sur l'ensemble du plan de gestion. Mais aussi beaucoup d'éléments pour rendre le prochain plan de gestion évaluable, dès le départ, dès l'amont. Et bien sûr, une thèse doctorale dédiée à tous ces travaux, bien sûr, qui n'est pas que spécifique à la réserve naturelle de Bouches-Bonifacio, qui porte sur la méthodologie d'évaluation des plans de gestion d'aires protégées, recueil, innovation et application en Corse, notamment Bonifacio, mais je pense qu'il y aura peut-être d'autres réserves qui pourront en profiter. Alors, pour conclure et pour élargir, donc, globalement, on peut dire que les réserves naturelles sont des territoires de gestion durable. On constate un effet réserve positif dans ces espaces. Comparativement aux zones de libre exploitation, celles qui sont réglementées génèrent, en général en moins de 10 ans, une hausse de la densité des espèces naturelles, la réapparition d'individus suffisamment âgés pour la reproduction, et ceci est d'autant plus vrai que la taille de la réserve naturelle est grande. L'effet réserve positif est croissant avec la taille de la réserve naturelle. Donc, vu la taille de la réserve naturelle de Bonifacio, on est assez conforté dans ce résultat. Aussi, une fois l'effet réserve installé et constaté, là par exemple, on a vu les résultats au dernier conseil scientifique de décembre, les zones par exemple, de protection renforcée, qui sont de niveau intermédiaire, parfois renvoient à des densités d'espèces 15 fois supérieures par rapport aux zones de libre exploitation. C'est-à-dire sur une surface donnée, il y a 15 fois plus d'espèces présentes dans la zone de protection renforcée qui permettent des usages mais qui sont réglementés que dans la zone de libre exploitation où là, il y a le minimum de réglementation. Dès lors, la dissémination peut s'étendre aussi en périphérie de la réserve naturelle, c'est-à-dire il y a une externalité positive plus large, une dissémination des œufs, des larves et des juvéniles. Une fois que la réserve naturelle positive est atteinte donc dans l'espace initial, et dès lors, la nature, comme les usages socio-économiques, peuvent coexister et on est dans une logique de gagnant-gagnant, win-win, grâce à la redistribution de l'effet réserve. La Corse et sa collectivité territoriale plus spécifiquement sont dotés de compétences étendues, notamment la possibilité de créer des réserves naturelles territoriales, dites réserves naturelles de Corse, même des réserves multisites, qui pouvaient être finalement dispersées autour de la Corse. Alors une question qu'on peut se poser, à titre d'élargissement, les futures réserves naturelles de Corse, celles qui sont marines, peuvent-elles être un garde-fou contre le mal développement en mer, parce qu'il ne faut pas non plus négliger. Donc là, on a vu dans des territoires qui étaient gérés, mais il y a plein d'autres espaces marins en Corse qui ne sont pas gérés du tout, et pourtant qui sont dotés de forte biodiversité, et sur lesquels ces espaces, même des baies, des petites baies, il y a des pressions économiques considérables qui s'installent, de marchandisation de la mer, et qui peuvent, je dirais, engendrer du mal développement. Le mal développement, c'est quoi? C'est la richesse pour quelques-uns, donc qui est inéquitable sur des sites de petite taille. Et là, on s'écarterait vraiment du développement durable. Donc on espère que cette compétence dont dispose la collectivité territoriale de Corse va se mettre en place face quand même à une certaine volonté, existence, voire une planification en partie d'un mal développement possible en mer. Voilà, merci de votre attention. Merci Pascal, on peut prendre un petit moment d'échange sur cet ensemble de considérations. Encore une fois, par rapport aux deux autres approches que nous avons eues, celle-là, elle est résolument économique, par définition, et du coup, ça nous met en transversalité sur une globalité que l'on peut mieux approcher aujourd'hui. Voilà, vous avez la parole entre doctorants ou spécialistes.
Bonjour, justement, c'est une question qui reprend un peu votre dernière phrase. On parle beaucoup de croissance bleue, etc. Ségolène Royal, beaucoup a fait des déclarations ces derniers temps dans ce sens. Il y a eu avant la croissance verte, et c'est vrai que je trouve que là, vous avez parlé justement des aires marines protégées, et justement ce que vous avez dit sur les zones qui ne sont pas protégées. Est-ce que vous pensez au niveau économique, je pense notamment je pensais au débat avec les territoriales il n'y a pas longtemps. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de croissance bleue qui a été parlée et de choses comme ça dont venez de dire. Effectivement, c'est vrai que, alors, dans la croissance bleue, c'est important effectivement de le souligner. Voilà, vous avez employé un autre terme qui est très très juste, hein, la croissance verte, la croissance bleue. On va en parler de plus en plus, parce que c'est quand même, je dirais, acté dans des schémas de valorisation de la mer. Par exemple, il y en a un en Corse. Par exemple, il y a des réserves naturelles à finalité halieutique qui sont attendues, c'est-à-dire des espaces qu'on va protéger, mais pour faire de l'exploitation halieutique. Voilà. Donc ça va être plus de présence économique dans certaines réserves naturelles, par exemple. Bon, ça encore, c'est pas trop, je dirais, embêtant. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est la question c'est plutôt le nautisme. Voilà. Cette croissance bleue, fortement axée sur le nautisme, dans lequel on sait qu'il y a un poids financier considérable. Ah, parce que bon, il suffit de regarder le prix moyen d'un bateau pour se donner une petite idée, puis le budget que ça implique, etc. Puis la part du nautisme, même ne serait-ce qu'en France. Et là, effectivement, il est vite possible, je dirais, de faire des installations, même légères, par exemple, dans certains endroits, dans des sites non protégés, et d'arriver à avoir des afflux non négligeables en termes nautiques, qui vont peut-être délester des ports, par exemple, pour qu'il y ait de plus grosses unités, et dans d'autres baies de plus petite taille, des unités moyennes, qui vont finalement peut-être apporter des pollutions, je dirais, de l'eau, impacter, parce que bon, les projets ne sont pas toujours écologiques, hein, impacter les fonds de par les structures de corps morts installés, etc., etc. Alors oui, c'est vrai que je pense qu'on n'en a pas assez beaucoup parlé, mais aussi parce que même dans les discours politiques récents, territoriaux, etc. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons sur le fait que c'est encore peu évoqué sur la scène publique. Pour moi, il y a déjà une volonté de préparation politique qui est un peu cachée. Voilà, d'une part, c'est-à-dire, bon, c'est un peu la culture, je dirais, de la conception des projets, des politiques en France, je n'ai pas au Québec, on n'est pas en Suisse, etc. Il n'y a pas une démocratie participative, il y a une démocratie représentative, hein, les gens qu'on a élus, et donc qui bâtissent les projets, les politiques de demain. Et il y a un petit peu, peut-être effectivement, de travail discrétionnaire qui est en place, mais qui va émerger à un moment donné à un stade avancé sur la scène publique. Voilà. C'est un peu comme l'enquête d'utilité publique. Elle est obligatoire. Elle arrive en fin de processus, lorsque les projets sont bien définis dans leurs caractéristiques. Et on demande l'avis aux citoyens, notamment. Voilà. Mais les caractéristiques du projet ne sont pas discutées avec les personnes qui peuvent être concernées par les conséquences des projets. Là, c'est un peu pareil pour je dirais, la croissance bleue et les projets qu'il peut y avoir derrière. Il y a ça. Après, il y a aussi le fait que, bon, outre cette préparation, je dirais, en background, qui est en place sur un plan un peu politique, financier, il y a peut-être aussi le risque d'exposer encore un petit peu une méconnaissance sur l'acceptabilité sociale qu'il pourrait y avoir face à ce genre de projet. Voilà. Notamment en Corse. Je pense qu'on sous-estime largement en Corse. C'est vrai qu'on n'a pas une démocratie participative, mais par contre, on n'entend généralement pas qu'on nous donne l'autorisation de nous exprimer lorsqu'il y a des contestations possibles face à des projets qui chambouleraient les usages socio-économiques en place, ou dénatureraient le paysage, ou altéreraient l'aspect culturel, la mémoire des lieux, etc. Et je pense qu'il y a aussi quelque part quand même une volonté de ne pas trop s'exposer, c'est encore un peu trop tôt, à un risque de contestation sociale de certains projets. Il y a un peu ça. Après, il y a aussi l'ingénierie du projet. Ce ne sont pas des projets qui... Là aussi, il y a de la gouvernance dans le projet. Hein.
qui est importante lorsqu'on veut développer le nautisme. Voilà, il y a beaucoup d'ingénierie, donc ça dépend. Ça veut dire qu'il y a des investissements en jeu, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent se concerter pour les réaliser. Donc on ne peut pas prendre le risque de surexposer trop tôt à la population certains projets non plus. Et c'est aussi, je pense, pour ça que sur le volet croissance bleue dans les territoriales, il n'y a pas encore beaucoup. Voilà. Mais je pense qu'ils sont plutôt, en Corse, hein, la gouvernance en place, je pense qu'elle est plutôt dans une logique inverse de rééquilibrage du développement économique en Corse. Le développement économique est très, très axé sur le littoral, déjà. Et l'intérieur de la Corse, c'est un peu le parent pauvre, encore, du développement économique. Et je pense que la gouvernance territoriale en Corse en a bien conscience et qu'elle va essayer un petit peu de rééquilibrer la répartition du développement économique. Alors, je pense un peu plus de vert et un peu moins de bleu. D'autres questions? Oui, c'est bien. Alors, ce n'est pas une question, hein. C'est juste pour reprendre les futures réserves naturelles marines de Corse. Est-ce un garde-fou contre le mal développement en mer? Ah oui, la question de l'élargissement. Voilà, Ouais. parce que bon, déjà que c'est pas évident de faire ça en Corse, mais je pense qu'il faut raisonner au niveau global, parce qu'en fait, on peut faire des choses bien en Corse, mais si on n'a pas un raisonnement global, enfin, je vais prendre l'exemple du parc international marin des Bouches-de-Bonifacio. Une récente étude qu'on a faite a montré que vous aviez dans la réserve naturelle des Bouches-de-Bonifacio 97% des larves qui partaient, qui se dispersaient vers la Sardaigne. Or, les zones sur lesquelles elles se réfugient ne sont pas protégées en Sardaigne. Donc, on a beau faire des belles choses en Corse. Oui, mais oui, puisque les larves sont portées par les courants. Il y a beaucoup de courants là-bas. Donc, en fait, vous protégez, bien sûr, des adultes, etc., des reproducteurs. Mais en fait, tout ce qu'ils vont produire, ça va aller sur la Sardaigne. Et si on n'a pas une cogestion concertée au niveau international, et là, on a l'impression que c'est pas tellement en cohésion, puisque je vous dis, du coup, sur les zones où les post-larves arrivent, il n'y a pas de protection côté Sardaigne. Donc, c'est un peu dommage. Enfin, je veux dire, c'est bien de parler de ce qu'on fait en Corse, mais je pense qu'il faut vraiment raisonner au niveau global et voir, puisqu'on a monté ce parc marin international, déjà essayer de faire un exemple sur ce parc-là et d'avoir de meilleures concertations, je dirais, entre la France et l'Italie. Voilà, c'était juste une remarque. C'est vrai que c'est très très important. Hein. C'est tout à fait pertinent. Hein. Alors, je vais apporter quelques petites remarques aussi par rapport à ça. Pour l'heure, le GECT, le groupement économique de coopération transfrontalière, un parc marin international, hein, a défini des grandes lignes d'action communes. Hein, donc, c'est pas un plan, c'est pas équivalent à un plan de gestion. Hein. Le processus a été très long. Très très long, parce qu'il y a déjà 2 pays. On est dans un détroit international. Il y a la Convention Montego Bay. Au départ, il y avait, je dirais, ils étaient dans la deep écologie, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'écologie profonde, le volet très conservatoire. Il ne faut pas oublier que dans un détroit comme celui-ci, on ne peut pas interdire le passage, on ne peut pas entraver, il y a liberté du passage de par la Convention Montego Bay. Donc ils ont perdu du temps aussi, dans les concepteurs du projet, à s'orienter vers une vision très très conservatoire des lieux, alors que face à l'OMI et l'OMC, je veux dire, on ne peut pas faire grand-chose. D'autant plus que c'est eux qui dictent la réglementation. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu le recentrage sur effectivement des valeurs communes plus réalisables. Et là, ils ont eu du mal dans le montage de l'outil juridique. Les différences entre le droit français de l'environnement, entre le droit italien de l'environnement. Et donc finalement, le GECT, on parle de parc marin international, c'est à la fois un service, le parc marin international à l'Office de la Corse, c'est un groupement de coopération transfrontalière, mais qui a un statut italien. Ce n'est pas une association en France. C'est une structure avec un statut italien. Donc, c'était le montage juridique a conduit à cela. Donc, ils ont eu énormément de complications. Voilà. Alors, maintenant, l'idée, pour aller plus loin, alors effectivement, sur le raisonnement à cette échelle-là, ils se sont engagés sur des grandes lignes d'action. Il y a la volonté, je dirais, de travailler. Alors, notamment, il y a un projet dans le cadre de Maritimo qui a été déposé, qui est à l'échelle justement non plus de la réserve, mais des Bouches-de-Bonifacio,
qui est basé sur la connaissance, qui est basé sur la réalisation de plans de gestion en commun, des plans de gestion intégrés. Si le projet est accepté, voilà, donc il y aura 4 ans pour y parvenir. Après, voilà, ça sera rédiger des plans de gestion intégrés et les méthodes d'évaluation pour suivre justement si les actions communes sont réalisées, si elles produisent des résultats attendus, notamment des bénéfices conjoints de part et d'autre, pas que effectivement dans un sens. Et c'est d'autant plus vrai que côté Madeleine notamment, il y a un parc national, mais il n'y a pas eu de déconcentration dans la gestion. Il est généré administrativement depuis l'Italie. Voilà. Et ne serait-ce que sur le volet de la surveillance, il y a eu des manques considérables. Il suffit de prendre une espèce comme le corbe, la densité est quasi nulle du côté du parc national de la Madeleine, alors qu'elles sont énormes, largement au-dessus des moyennes côté Bonifacio. Tout ça parce qu'il y a eu de la pêche sous-marine, au fusil à harpon, non surveillée, durant des années. Effectivement, il n'y a pas eu les moyens. Alors c'est vrai qu'il y a des espaces c'est pourtant protégé, mais ce n'est pas vraiment géré de par la surveillance. Et il y a des pertes d'espèces, et à l'avenir, il faut qu'il y ait un rééquilibrage considérable à ce niveau-là, pour qu'il y ait vraiment les moyens, parce que créer des territoires de gestion environnementale comme les aires marines protégées, c'est bien, si les lieux effectivement s'y prêtent, s'il y a des conditions biologiques, etc. Mais après, il faut vraiment, si on met sous cloche un espace où on restreint les usages, si on ne met pas suffisamment de surveillance, ben c'est l'inverse. Le lieu est protégé, une majorité de gens n'y vont plus, donc les braconniers vont pouvoir y aller, d'autant plus qu'il n'y a pas la surveillance. Donc ça devient super rentable. Et c'est vrai que c'est très très important, tout à fait, de tendre vers le bon effet réserve, qui soit lui aussi transfrontalier, l'effet réserve. Qui n'est pas uniquement que la coopération qui soit transfrontalière, mais aussi l'effet réserve. Ou l'effet air marine protégée, en fait. C'est très très important. Et il faut raisonner effectivement à une échelle plus globale aussi, d'autant qu'on voit que l'effet réserve est d'autant plus important que la taille de l'air marine protégée est grande. Moi, je voulais te poser une question plus globale sur la redistribution de l'effet réserve. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi la redistribution des bénéfices, c'est ça? En économie, on parle de la redistribution. Micro, Pascal. En économie, par exemple, en général, on parle de la redistribution du revenu. S'il y a une intervention étatique dans un pays, c'est pour essayer notamment, je dirais, de corriger certaines inégalités sociales et économiques, entre autres. Et donc, on prend aux riches pour donner un peu aux pauvres. Et donc, on redistribue une part de la richesse. Là, j'ai employé ce terme de redistribution de l'effet réserve. C'est pas beaucoup publié, la redistribution de l'effet réserve. Mais c'était mon idée pour dire, en fait, qu'il y a un effet réserve qui est constaté, à savoir des densités d'espèces supérieures, effectivement des individus en âge de se reproduire et plus nombreux, qui font que donc la nature est plus diverse, plus installée, plus robuste, plus présente, et que dès lors, une fois installé, cet effet réserve naturel, il va aussi engendrer des effets positifs sur l'économie, puisque les pêcheurs, par exemple, vont finalement avoir des rentabilités dans leur pêche qui sont beaucoup plus importantes, c'est-à-dire vont vraiment pouvoir pêcher les quantités et les types de poissons demandés économiquement par les consommateurs. Les socioprofessionnels de la plongée sous-marine vont avoir des paysages plus beaux, plus peuplés, ce qui va agrémenter davantage justement pour les personnes venant faire la plongée sous-marine, leur récréation sous l'eau. Donc il y a un effet positif qui fait qu'il va maintenir le caractère pittoresque et récréatif des lieux de par là. On n'a pas un désert sous l'eau, mais au contraire, on a l'impression de se baigner dans un aquarium géant. Et sur l'aspect aussi social de la redistribution, le plaisir d'accéder à un environnement beau, un environnement sain, un environnement, je dirais, préservé. Bon, il y a peut-être un peu de gestion de la fréquentation à réguler, parce que là, on peut effectivement, le tableau du paysage peut un petit peu être caché en haute période, comme tu sais, en pointe. Ah oui, parce que l'effet réserve, c'est ça aussi, c'est-à-dire que la réserve devient attractive sur des lieux qui sont déjà prestigieux, donc l'effet réserve, c'est aussi l'affluence. C'est aussi l'affluence. Du côté bonifacien, c'est évident. Mais si on passe sur l'archipel de la Madeleine, c'est affolant. L'effet des excursionnistes, des loueurs de Zodiac
qui affluent de toute la côte sarde vers les îles, voir un petit peu ce qui se passe en termes de fréquentation, c'est assez impressionnant. Donc c'est aussi ça l'effet réserve, quoi. Oui, ça peut être de la surfréquentation. Il ne faut pas que l'effet réserve conduise à la surfréquentation. Il faut effectivement rester dans des capacités d'accueil, des capacités de charge, etc. Donc ça suppose une intervention du gestionnaire qui suive au quotidien quasiment les évolutions de la fréquentation et les pressions et les menaces existantes venant d'une recrudescence de la demande économique et sociale pour accéder à l'environnement. Et c'est important, il faut que l'effet réserve, il faut vraiment être gagnant-gagnant. Il ne faut pas que ça soit au profit uniquement de l'économie, au détriment du social, même si c'est favorable à la nature. Voilà, c'est important effectivement de concilier au moins les trois dimensions. Et là, bon, c'est vrai que sur Bonifacio, en matière de gestion de la fréquentation, il y a à faire. Un véritable enrichissement des excursionnistes. Il n'y a pas que les pêcheurs sous-marins, les pêcheurs tout court. Bon, je raconte toujours cette anecdote de la Spiaggia Rosa, peut-être que vous la connaissez. La Spiaggia Rosa, c'est une petite plage côté Sarde, dans l'archipel de la Madeleine, sur les Spargi, je crois, avec une petite crique qui a une couleur rose due à un plancton ou je sais pas quelque chose qui rend. Et apparemment, la réputation de la plage a été telle que on a peut-être dit que ce sable portait bonheur, et petit à petit, les touristes étaient en mesure d'emporter carrément la plage, et il a fallu la baliser pour empêcher la fréquentation. Sinon, c'est tout simplement la plage qui allait s'en aller avec le tourisme. C'est quand même assez affolant de voir un petit peu comment l'effet réserve peut aussi, à un moment donné, assurer une prédation du lieu qui est quand même énorme, quoi. Et voilà, c'est un des aspects négatifs. Et je continue à penser, moi, que les excursionnistes jouissent aujourd'hui de villas somptueuses, alors que la gestion de l'environnement n'est pas assez financée. Bon. Oui, il y a un sous-financement considérable, hein. Et là, même sur d'autres, si on prend le cas, par exemple, d'une autre réserve en Corse, comme celle de Scandola, qui est quand même classée patrimoine mondial de l'UNESCO, le conservateur a des difficultés à budgétiser et à arriver à finaliser le budget pour le plan de gestion d'une telle réserve, qui a une telle reconnaissance, ce qui est quand même aberrant. Et d'aller chercher dans des programmes européens d'éventuels financements pour mettre en œuvre certaines opérations, certains suivis scientifiques. C'est quand même... Bon, il manque aussi parfois de matériel, justement pour la surveillance en mer, etc. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre, effectivement, sur à la fois le profit que font certains de la nature par cette forme d'organisation et le financement de ceux qui la gèrent. Il y a effectivement parfois un fossé. Bon, on progresse. On progresse, oui. Mais il y a des effets redistributifs à améliorer à ce niveau-là. Je sais pas s'il y a encore des questions. Stéphanie. Moi, j'aurais voulu savoir si la réserve a vraiment les moyens de surveillance. Combien il y a de gardes qui sont affectés pour la surveillance, déjà, parce qu'elle est énorme, cette réserve. Et ensuite, quand tu parlais justement de la réserve, tu avais un diaporama avec des zones rouges. Je crois que c'était la diapo 7 dans ton deuxième point. Et je voudrais connaître les sanctions. Si je vais, par exemple, sur une île qui est interdite d'accès, oui. Si c'est une sanction réelle ou juste une petite tape sur l'épaule, tu ne recommences pas, ou si ça va me donner envie de revenir ou pas, quoi. Bon, si tu es la cousine du garde, ça n'ira pas non plus. Oui, alors effectivement. Alors en termes d'agents sur le terrain qui font de la surveillance, bon, on ne peut pas dire qu'ils soient nombreux, mais par contre, ils sont bien répartis. Il y a une connaissance quand même du terrain et des lieux de prédilection de certains prédateurs, je dirais, de l'environnement, qui sont en situation d'alerte et plus surveillés que d'autres. Donc on peut considérer qu'ils sont à peu près, je dirais, une quinzaine. Cependant, ils se coordonnent aussi, je le dis tout à l'heure, avec la sous-préfecture, avec la préfecture maritime. Par exemple, le sémaphore de Pertouzat, qui est à la pointe, donc, de l'extrême sud de l'île, qui surveille la baie, informe les gardes de la réserve naturelle de Bouches-Bonifacio de la présence de certains bateaux dans certaines zones de protection, par exemple, qui sont interdites au prélèvement. Ils ne devraient pas figurer. Voilà. Donc il y a aussi de la communication qui se fait, malgré l'insuffisance relative
de garde. Cependant, si on raisonne à l'échelle d'une autre réserve comme Bigoulia, Bigoulia considère par exemple que Bonifacio est bien doté. Voilà, donc chacun voit relativise un peu à sa manière les moyens dont il dispose pour gérer la nature. Alors par contre, les sanctions elles peuvent être considérables. Ça s'appelle la confiscation du matériel. Un bateau qui vaut 50 000 € confisqué, qui après va être vendu au tribunal, aux enchères. Voilà, hein. Ça peut être... Oui, il peut y avoir des amendes qui s'élèvent jusqu'à de 5 000 € à 200 000 € parfois aussi, devant les tribunaux. Il peut y avoir également une durée d'emprisonnement. Voilà, ça fait partie des sanctions. Voilà. Alors je ne sais pas si les coûts sont supérieurs ou pas aux avantages, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà, et c'est toujours moins pire que ce qui se passe avec le Costa Concordia ou les autres. Si on relativise encore. Hein. Mais on est dans un monde de ressources limitées. On a la finitude de la Terre, hein, qui n'est pas inépuisable. Et c'est pareil pour les moyens économiques et humains qu'on met en œuvre pour essayer de la gérer. Oh, moi, je suis d'accord avec toi sur les zones aussi prestigieuses que ça. S'il n'y a pas une forme d'intervention, on aurait couru à la catastrophe, hein, sur des zones comme Scandola ou sur Bonifacio. Après, moi, je pense que toute la Corse, on a évoqué la globalité, voire avec les zones frontalières aussi, mérite peut-être une gestion de type AMP pour avoir justement une globalité cohérente. C'est vrai que là, le problème des larves ou le problème de la surfréquentation sarde par rapport à Bonifacio où des pêches sont autorisées alors que de l'autre côté ça l'est moins, difficile. Oui, c'est effectivement la question de la coordination, de la cohérence des différentes politiques qui sont mises en place. Il ne faut pas non plus que les effets positifs soient contrecarrés par des effets négatifs entre les politiques. C'est important à ce niveau-là d'être plus dans un travail en commun. Mais c'est très long. Hein. C'est vrai qu'il faut à la fois il faut déjà les volontés, il faut ensuite les savoirs, parce que les niveaux d'expertise scientifique ne sont pas forcément les mêmes. Après, il y a la volonté plus ou moins grande d'ouvrir aux sciences et à d'autres sciences, voire à la consultation citoyenne. On sait que, côté italien, par exemple, la relation au pouvoir, ce n'est pas la même vision que côté même français aussi. Donc il y a plein, je dirais, d'enjeux à ce niveau-là, qui nécessitent, même s'il y a de grandes avancées qui ont été réalisées pour les Bonifacio, hein. Mais je pense que la Corse, plus largement, a vraiment besoin, je dirais, de se doter d'un réseau de réserve, à savoir que les lieux, je dirais, qui sont déjà équipés, les ports en place, par exemple, ou les zones proches des capitales démographiques et économiques, on peut accepter qu'elles continuent à se développer, hein, puisque il y a sur place déjà le désastre et l'équipement réalisé. Mais par contre, qu'on ne transforme pas en marchandises les autres sites existants, parce que on va à la fois dégrader la nature, on va à la fois priver les résidents d'un accès à un environnement libre, sain et multi-usage. Et puis économiquement aussi, on peut tenter d'installer une autre forme d'économie qui n'est pas forcément celle dont la Corse en plus a besoin. Alors évidemment, c'est ni l'autotourisme qu'il faut, ni le tourisme, je dirais, uniquement la croissance bleue, hein, parce que si on s'oriente, c'est vrai que ça peut être appétissant, hein, je dirais pour certains gouvernants, ça peut être très très appétissant de transformer la Corse en tremplin de gouvernance bleue. Cette île au cœur de la Méditerranée, oui, en croissance bleue, oui. Cette île au cœur de la Méditerranée qu'on transformerait, je dirais, avec l'activité nautique, on peut, hein, si on a la volonté, l'équiper en quelques années et métamorphoser complètement son devenir. Elle serait sûrement plus riche en termes de prélèvement de recettes, de taxes, mais aussi beaucoup plus polluée, beaucoup plus saturée, moins familiale. Hein, là, on a les deux exemples sur Bonifacio, avec la prédation sur Kawalo et une autre forme de prédation sur la Veti, c'est-à-dire que Kawalo est une île
la plus grande, la plus belle, hein, qui, bon, historiquement, je ne vais pas refaire l'historique ici, mais elle a été ouverte dans les années 70 à l'urbanisation, et elle a connu les dérives que l'on sait, c'est-à-dire du blanchiment, du racket, de la surbétonisation, alors qu'elle était interdite au débarquement. L'autre a connu, l'Avezzo a connu un effet réserve, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus positif, mais en même temps, le plan de gestion n'est pas respecté et on a des pics à plus de 5000 personnes sur l'île en été. Donc d'un côté, on a la précarisation et la prédation par le béton, et de l'autre, par une surfréquentation. Et c'est Caribe des Scylla, c'est-à-dire que ce sont deux problèmes épineux liés à l'exploitation de l'île. Et bon, entre les deux, je préfère encore la Vezzo, qui est moins pire. Au moins, oui, et puis en hiver, on peut s'y promener, voilà. Et on a un lieu tout à fait l'atteinte est réversible à certains moments donnés de l'année. Voilà. Mais avec la politique des années 70, on a mis une verrue dans une zone qui a présenté dès les années 60 un intérêt de biotope. Donc c'est une histoire très très intéressante qui nous laisse beaucoup de leçons. Et je crois qu'on va dans le bon sens quand même, mais c'est quand même assez édifiant, les Bouches de Bonifacio. C'est vrai, et même plus largement à l'échelle, même côté italien, avec la zone militaro-nucléaire qui était sur Santo Stefano. Santo Stefano à la Maddalena, située en plein cœur donc, du parc. C'est aussi un contre-exemple encore des relations qu'il peut y avoir entre l'économie, la politique notamment, et la défense de la nature. Ouais, il y a quelques contre-exemples comme ça qui existent un peu de partout dans le monde, hein, qui effectivement doivent servir de repères pour tenter de ne pas reproduire ce genre de coexistence difficile. Mais sur la Vezzo, c'est assez réversible, puisque bon, c'est quelque chose qui peut encore qui est beaucoup plus gérable. Hein, même si ça nécessite effectivement très positif. Oui. Voilà, il faut éviter le piétinement, on peut toujours baliser, on peut toujours. Tandis que le béton, une fois en place, et même la gestion des déchets, station d'épuration, etc. On est arrivé à stabiliser la situation, mais c'est quand même... Voilà, ça c'est déjà beaucoup. Hein. Ok, ben, s'il n'y a plus de questions, Pascal, il nous reste à te remercier. Et puis on clôt avec toi ce cycle de conférences. Il y en a une autre demain à la BU avec moi et deux doctorants sur la littérature corse. Mais sur le Spazio Lugiani, nous clôturons avec toi. Et puis pour un autre cycle l'année prochaine, j'espère tout aussi intéressant. Voilà, merci beaucoup. Alain. Merci à tous. Alla prossima.